Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 17 avril. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. Serge Papin brosse un tableau sévère des négociations commerciales à lire sur pointdevente.fr. Intelligence artificielle face à Mastercard, comment Visa veut s'imposer en chef d'orchestre du commerce agentique, à lire sur Usine Digitale. Meta pourrait dépasser Google dans la pub mondiale dès 2026, à découvrir sur Siècle Digital. Et enfin, Intersport progresse de 1% dans un marché en recul de 1,8%, à découvrir sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à la revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à découvrir l'épisode 256, un super épisode dans lequel je reçois Cathy Collard-Gégère, directrice générale de Maison Nicolas. Dans un marché du vin qui recule et où les repères des consommateurs évoluent, elle partage très concrètement la manière dont elle transforme une enseigne historique entre évolution de l'offre, adaptation des points de vente et simplification de l'acte d'achat. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse de l'actu, cette semaine, on peut dire que le commerce évolue dans un environnement qui se durcit à plusieurs niveaux en même temps, macroéconomique, géopolitique et opérationnel, avec des effets très concrets sur la performance des acteurs. L'inflation repart à la hausse en zone euro à 2,6% en mars contre 1,9% en février, sous l'effet direct de la remontée des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient. Cette réalité macro se retrouve immédiatement dans les résultats des grands groupes, en particulier dans le luxe, où la dépendance aux flux internationaux et au tourisme reste structurante. Hermès enregistre un chiffre d'affaires de 4,1 milliards d'euros en baisse de 1,4%, avec un recul de 40% de son activité en mars au Moyen-Orient. LVMH affiche 19,1 milliards d'euros de ventes en recul de 6%, tandis que Kering recule également de 6% avec une baisse marquée de 14%. Pour Gucci, derrière ces chiffres, ce n'est pas une rupture du modèle, mais une exposition directe à un environnement devenu instable, où les variations de change, les flux touristiques et les tensions géopolitiques pèsent immédiatement sur le trafic et la demande. Dans ce contexte, les situations se polarisent fortement selon les entreprises. Certaines subissent des restructurations ou passent par des procédures judiciaires, comme Jot, reprise pour 3,5 millions d'euros, avec 70% des effectifs conservés. D'autres continuent à performer, malgré un marché en recul. Intersport progresse de 1% à 3,91 milliards d'euros dans un marché du sport en baisse de près de 2%, en s'appuyant sur un maillage de 1000 magasins et 14,5 millions de clients fidèles. Cette capacité à résister repose moins sur la conjoncture que sur l'exécution, notamment logistique, commerciale et relationnelle. La logistique s'impose d'ailleurs comme un levier stratégique central. Amazon poursuit ses investissements massifs avec 250 millions d'euros injectés en Alsace sur un site de 189 000 mètres carrés et 2000 emplois à la clé, confirmant une logique d'infrastructure à très long terme. Dans le même temps, Clarins fait le choix inverse de la dépendance externe en reprenant la main sur sa logistique e-commerce. Le groupe passe d'un modèle externalisé à un pilotage interne avec un entrepôt automatisé à Amiens capable de traiter 1500 à 2000 commandes par jour jusqu'à 5000 en pic et d'expédier plus de 90% des commandes en moins
de 24 heures. La promesse client se joue ici très concrètement sur les délais et la maîtrise opérationnelle. En parallèle, la transformation des parcours d'achat s'accélère nettement, en particulier chez les plus jeunes. 33% des 15-25 ans déclarent acheter chaque mois via une recommandation d'IA et 59% découvrent les produits via les réseaux sociaux. TikTok devient un point d'entrée dominant pour 66% des jeunes devant les moteurs de recherche. La décision d'achat ne commence plus sur Google, mais dans des environnements de contenu avec une montée rapide des outils conversationnels. Ce déplacement des usages s'accompagne d'un rééquilibrage du marché publicitaire. Meta pourrait dépasser Google dès 2026 avec une croissance de 24% contre 12% pour Alphabet, portée notamment par les formats réels qui atteignent 50 milliards de dollars de revenus annualisés. Dans ce paysage, Amazon capte également une part croissante avec 82 milliards de revenus publicitaires attendus et le trio Meta, Google, Amazon concentrerait 62,3% des dépenses digitales mondiales. Cette recomposition ne se limite pas à la publicité ou à la découverte de produits, elle touche directement l'acte d'achat en lui-même. Visa avance sur l'infrastructure du commerce piloté par des agents IA avec sa plateforme Commerce Connect, conçue pour permettre à des agents d'acheter directement pour le compte des utilisateurs en s'intégrant à l'ensemble des réseaux de paiement. Le paiement devient une couche d'orchestration dans un système où la décision peut être déléguée. Enfin, le cadre économique et réglementaire continue de peser sur les acteurs, notamment dans la grande distribution. Des auditions au Sénat mettent en lumière des négociations commerciales de plus en plus dures, avec des pratiques d'arrêt de commande, des pressions sur les prix et un contournement partiel des lois Egalim. Le ministre du Commerce évoque un système à bout de souffle, incapable de protéger durablement les PME qui doivent investir tout en subissant des cycles de négociation longs et déséquilibrés. Le sujet dépasse la seule relation distributeur-fournisseur, il touche à la capacité du tissu industriel à se projeter. Ce qui ressort de la semaine, c'est donc un commerce qui reste dynamique, mais qui doit composer avec une accumulation de contraintes, inflation, géopolitique, transformation des usages, pression sur les marges. Dans cet environnement, la différence ne se joue plus uniquement sur le positionnement ou l'offre, mais sur la capacité à maîtriser l'exécution, à capter l'attention dans les nouveaux points d'entrée et à sécuriser sa place dans des chaînes de valeur qui se redessinent rapidement. Serge Papin brosse un tableau sévère des négociations commerciales à lire sur pointdevente.fr en date du 16 avril. Lors de son audition musclée devant la commission d'enquête sur les marges au Sénat, Serge Papin appelle à sortir des négociations commerciales au profit d'un temps long. Le 14 avril 2026, c'était donc au tour de Serge Papin, ministre du Commerce, d'être auditionné devant la commission d'enquête du Sénat sur les marges de la grande distribution. En préambule, la présidente Anne-Catherine Loisier a tenu à rappeler l'enjeu après des dizaines d'auditions où l'on a parfois eu l'impression d'être dans un véritable Far West du commerce où tout est possible sous le sceau du secret, de la confidentialité, des boxes de négociation. Comment peut-on réellement faire respecter les lois Egalim qui visiblement sont régulièrement contournées ? Comment assurer un réel équilibre des relations commerciales? Comment garantir aux producteurs et à l'industrie agroalimentaire une réelle valorisation de leur production agricole, une rémunération juste, une rentabilité non seulement suffisante pour assurer leur pérennité, mais aussi pour investir dans des outils de modernisation pour se créer un avenir, interroge-t-elle. La présidente dénonce également la sanctuarisation impossible de la matière première agricole puisqu'elle est l'objet de négociations et questionne aussi sur la montée en puissance des centrales européennes d'achat et de services avec aujourd'hui une situation qui déséquilibre les négociations commerciales et renforce encore les tensions et la rugosité des rapports commerciaux. L'ensemble
des acteurs nous a témoigné de négociations encore plus difficiles chaque année. D'ailleurs, après le propos liminaire de Serge Papin, la rapporteure Antoinette Gull a continué la charge en s'appuyant sur les nombreux témoignages reçus lors des négociations 2026 qui soulignent que les négociations ont été très dures et s'éloignent fortement de l'esprit, voire de la lettre de la législation, notamment pour les centrales européennes. Antoinette Gull pointe notamment les demandes d'alignement de prix et des arrêts de commandes massifs que nous ne vivions pas précédemment et qui mettent en péril les entreprises, notamment les PME et les agriculteurs français. Menace de déréférencement. Face aux menaces de déréférencement évoquées par la Commission, Serge Papin minimise. Elle a toujours été utilisée, c'est un peu l'arme atomique et la DGCCRF analysera les contrats de plus de 260 fournisseurs sur l'alimentaire et 30 sur le DPH et nous vérifierons à ce moment-là. Le dernier point avec le comité de suivi était de 9 fournisseurs. Ce à quoi le président rétorque qu'il y a beaucoup de créativité, on ne déréférence pas, mais on suspend les commandes pendant les négociations, donc la pression est la même, mais on l'habille, c'est plus subtil. Suivi en cela par la rapporteure, c'est une pression réelle sur les chiffres d'affaires. Certains nous ont parlé de 3 mois d'activité en forte baisse. La ministre de l'Agriculture a d'ailleurs qualifié ces négociations comme étant un chantage mortifère. Antoinette Gull questionne ensuite sur une forme de contournement des lois Egalim autour de la sanctuarisation de la matière première agricole. Nous avons recueilli beaucoup de témoignages, quasi unanimes, nous expliquant que sanctuariser la matière première agricole revenait à négocier 2 fois plus difficilement sur la matière première industrielle. Autre point du droit français mis en exergue par la rapporteure, celui des centrales d'achat européennes qui exacerbent la pression sur les prix et adoptent des méthodes assez contestables de négociation en échappant à la législation française, y compris pour des produits vendus en France. L'une des premières que nous avons auditionnées nous a clairement dit qu'elle ne survivrait pas à la législation française puisqu'elle n'y était pas tenue. Qu'elle ne suivrait pas la législation française puisqu'elle n'y était pas tenue. Serge Papin souligne d'abord que les centrales européennes ne concernent pas les négociations avec les PME et se retranche ensuite derrière le droit européen, estimant que la contestation doit être portée à l'échelle européenne. De son côté, la présidente dénonce une inversion législative où l'on se fait rouler dans la farine. Nous ne voulons plus subir l'extraterritorialité du droit étranger. Aujourd'hui, c'est le cas. Enfin, la Commission a fait part de sa préoccupation sur la grande fragilité des PME et l'érosion de leurs marges. Serge Papin a reconnu que ces PME se trouvaient à un moment charnière. Elles doivent faire face à des transitions, elles ont besoin d'investir pour gagner en compétitivité. Or, les négociations commerciales qui durent 4 mois sont beaucoup trop longues, demandent trop de disponibilité. Beaucoup d'entre elles ne sont pas équipées pour faire 4, 5, 6, 7 rendez-vous dans des boxes de négociation. Un système de négociation à bout de souffle. En réponse à ces critiques, Serge Papin fait un constat implacable. Je pense que l'on est rendu au bout de ce système, ce dispositif de négociation, en rappelant que dans son propos liminaire, il avait justement souligné l'héritage des grandes réformes du commerce avec la loi Galland, entraînant finalement le développement des marges arrière et progressivement une hausse des prix pour les consommateurs et ensuite la LME, réintégrant les marges arrière avec un objectif, celui de faire baisser les prix pour soutenir la consommation. Et à la clé, la négociabilité qui devient alors la priorité, autrement dit, une guerre des prix. Si on laisse les choses en l'état, on aura toujours cette brutalité, ce rapport de force d'une certaine manière, la loi du plus fort,
Il faut trouver de l'apaisement, observe-t-il, il faut trouver du temps long et se diriger vers quelque chose qui embarquerait davantage la filière. Il faut plus de pluriannualité afin de sortir de ces négociations annuelles, sinon les mêmes choses produiront les mêmes effets. Et concernant spécifiquement les PME, il précise que là aussi, le système pour les négociations est à bout de souffle. Si l'on n'arrive pas à revisiter les négociations, il faut au moins que l'on avance pour sortir les PME de cette dureté. Intelligence artificielle face à Mastercard, comment Visa veut s'imposer en chef d'orchestre du commerce agentique, à lire sur usinedigital.fr en date du 10 avril. Un an après avoir présenté son système Intelligent Commerce visant à permettre aux agents IA de trouver des produits et effectuer des achats à la place des utilisateurs, Visa passe à la phase concrète. La société dévoile Commerce Connect, une plateforme qui offre une connexion des entreprises au système en une seule intégration, compatible avec tous les réseaux de cartes et protocoles d'authentification. Elle est pour l'heure en phase pilote auprès d'une poignée de partenaires. Une passerelle vers le commerce agentique, c'est ainsi que Visa décrit sa nouvelle solution Intelligent Commerce Connect, dévoilée le 9 avril. L'objectif, permettre aux développeurs et commerçants impliqués dans le processus de paiement de déployer leur offre d'e-commerce basée sur l'IA sans se soucier de l'infrastructure autorisant les agents IA à réaliser des achats. Prise en charge de tous les réseaux de cartes compatibles. Intelligent Commerce Connect, ICC, dépend d'un système plus large, Intelligent Commerce, présenté par Visa en mai 2025. Il s'agissait alors de permettre aux agents IA d'utiliser une carte Visa à travers des plateformes d'IA dans n'importe quel établissement acceptant la carte. La vision de l'entreprise tournait autour de 3 innovations: le remplacement des données des cartes par des identifiants numériques tokenisés, l'utilisation de données sur les dépenses des consommateurs pour émettre des recommandations personnalisées d'achat et l'établissement de limites par les consommateurs. ICC est en quelque sorte la porte d'entrée vers ce système, avec une connexion en une seule intégration. L'intégralité des processus, c'est-à-dire le lancement des paiements, tokenisation, authentification et contrôle des dépenses, est orchestré par Visa via sa suite d'outils Acceptance Platform. Mais l'atout principal de cette solution réside dans son universalité. Elle prend en charge aussi bien les API liées aux cartes Visa que celles d'autres réseaux. Les agents IA peuvent alors utiliser ce système pour réaliser des achats avec des cartes Mastercard ou American Express. Contrôler le flux de paiement des opérations de commerce agentique. Toujours dans cette idée de polyvalence, Visa permet aux commerçants d'accepter les paiements via 4 protocoles d'agents: Trusted Agent Protocol, Machine Payments, Agentic Commerce et Universal Commerce Protocol. Enfin, la solution vise à rendre les catalogues de ces commerçants directement disponibles sur les plateformes d'IA avec des données sur le stock de tel ou tel produit, leur description et leur prix. Visa entend ainsi contrôler le flux de paiement des opérations d'achat réalisées par des agents IA, une position qui se démarque légèrement de Mastercard et de sa solution Agent Pay, davantage centrée sur l'exécution de l'acte de paiement sécurisé. Annoncé en avril 2025, ce système se base sur des tokens sécurisés qui vont permettre aux agents IA de réaliser des transactions en toute sécurité. Intelligent Commerce Connect de Visa est pour l'heure en phase pilote auprès de plusieurs partenaires, parmi lesquels Amazon Web Services. Meta pourrait dépasser Google dans la pub mondiale dès 2026, à lire sur le siècledigital.fr en date du 16 avril. Le marché publicitaire franchit le seuil du $1 trillion cette année.
C'est au moment précis où cette barre symbolique tombe, Meta s'apprête à en récupérer la plus grosse part. Selon eMarketer, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp devrait dépasser Alphabet en revenus publicitaires nets d'ici la fin de l'année. Il s'agit d'une première depuis que les liens sponsorisés de Google ont mis à terre les bannières Yahoo au milieu des années 2000. La dynamique entre les deux géants est particulièrement saisissante. Google tourne autour de 12% de croissance cette année. Meta accélère à 24%, après déjà 22% l'an passé. eMarketer nous apprend qu'il s'agit d'un inédit, notamment pour une société de cette taille. Sur les parts de marché mondiales, Google perd du terrain depuis 2021 à 26,4%, pendant que Meta grimpe à 26,8%. Attention, les chiffres sont basés sur les revenus nets. Les projections d'eMarketer s'appuient sur des revenus nets et les méthodes de calcul ne sont pas symétriques. Pour Google, environ 80 milliards de dollars sont déduits au titre des TAC, ces redistributions versées aux partenaires qui distribuent sa recherche, c'est-à-dire les opérateurs, les fabricants de terminaux. Apple encaisse plusieurs milliards par an pour maintenir Google comme moteur par défaut dans Safari. Aucune déduction comparable n'est appliquée à Meta, qui lance un nouveau modèle d'IA. Nous avons donc deux modèles différents et il est donc difficile de vraiment comparer les revenus des entreprises. La machine réelle est plus lucrative que YouTube. Le carburant de cette progression se nomme réel. L'automne dernier, ils ont franchi un seuil symbolique de 50 milliards annualisés, ce qui les place devant YouTube dans le classement des formats vidéo publicitaires. Le chiffre est plus important que YouTube sur la même période. Avantage plus et les créations générées par l'IA offrent des retours sur investissement mesurables que les annonceurs ne veulent plus quitter. Pour Zach Goldner, c'est analyste senior chez eMarketer, les budgets ont tendance à suivre la performance. Les enquêtes en cours contre Meta et Google n'auront donc pas d'impact sur cette enveloppe. Pour Alphabet, la complexité vient de sa propre réussite. YouTube Premium soustrait une audience massive à la monétisation publicitaire. La diversification du groupe, qui est sa force sur d'autres marchés, joue dans ce cas en sa défaveur. Amazon, pendant ce temps, continue de grignoter avec 82 milliards de revenus publicitaires attendus cette année. Le trio, formé par Meta, Google et Amazon, devrait à lui seul peser 62,3% des dépenses numériques mondiales. Intersport progresse de 1% dans un marché en recul de 1,8% à lire sur e-commerce-mag.fr en date du 9 avril. Malgré un marché du sport en repli, Intersport affiche une bonne santé. Le distributeur a généré 3,91 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025 et continue sa transformation opérationnelle, logistique et internationale pour consolider sa position et ses ambitions. Pendant que le secteur du sport encaisse les coups d'un marché quelque peu atone, Intersport continue de tracer sa route avec une forme athlétique. Selon le communiqué de presse, Intersport confirme son rang de premier distributeur d'articles de sport en France, avec un chiffre d'affaires de 3,91 milliards d'euros, soit une progression de 1%. Cette performance intervient alors que le marché global enregistre un recul de 1,8%. L'enseigne domine largement certaines catégories, captant notamment 56% de parts de marché sur le football et 34,2% sur le running. Un maillage territorial et numérique renforcé. La force du groupe repose notamment sur un réseau de près de 1000 points de vente et une fidélité client de 14,5 millions de porteurs de cartes, un volume en hausse de 12%. L'enseigne Black Store se distingue particulièrement avec une envolée de 19,3% de son activité et l'ouverture de 21 nouveaux magasins sur l'année. Le virage numérique porte également ses fruits. L'audience de blackstore.fr a bondi de 46%, tandis que l'application mobile Intersport, lancée en juin dernier, fluidifie le parcours client. Aujourd'hui, un acheteur sur 3 opte pour la livraison en magasin. L'accessibilité et la durabilité au cœur
de l'offre. En août, le distributeur multiplie les initiatives pour maintenir des prix bas sans sacrifier la qualité technique. Avec son programme Engagé Sport, Intersport propose désormais plus de 1000 références produits à moins de 10 euros pour garantir une pratique sportive accessible à tous. Le groupe mise également sur l'économie circulaire avec 160 ambassadeurs RSE en magasin. Par ailleurs, la modernisation du site logistique de la Plaine de l'Ain, équipé de 3,5 MWh de panneaux photovoltaïques, permet de multiplier la productivité par 8. Un déploiement européen coordonné pour piloter cette nouvelle phase de développement. Intersport a revu sa gouvernance en s'appuyant sur une organisation décentralisée en 10 régions, sous l'impulsion de Philippe Giovanni, directeur général, et de Nicolas Fanjas Claret, directeur commerce. Le groupe exporte ses méthodes gagnantes. L'intégration de 30 magasins en Espagne et l'ouverture prévue d'un premier point de vente au Portugal en août 2026 montrent également la volonté de se développer en Europe du Sud. L'entreprise prévoit enfin d'inaugurer 10 nouveaux magasins d'ici 2027 et de mener un plan de redéveloppement pour Intersport Belgique. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.